Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection. Collection, enfance, éducation et société. Cette collection regroupe des études et essais concernant l'enfance au travers d'approches multiples. Études universitaires et essais issus du monde de l'éducation ou du secteur du travail social, ces travaux ont en commun la même préoccupation: apporter un éclairage diversifié sur un domaine essentiel de l'univers des sciences humaines. Rochambeau-Lény, dire, troubles du langage, langue d'enseignement et rendement scolaire, essai de diagnostic du système éducatif haïtien 2017. Marc Roulier, l'école, une question de management, 2017. Pierre Bringuier, scolarité fragile. Ce que peuvent ensemble, psychologues et enseignants 2016. Brigitte Retailleau, du pari d'éducabilité, évolution des pratiques éducatives pour des enfants avec d'importants troubles du spectre autistique et déficiences intellectuelles, 2016. Khadija Chic, échec scolaire électif, vers un modèle de pensée de cette déficience intellectuelle disharmonique, 2016. Yannick Brun-Picard, pédagogie actualisante et pédagogie socio-constructive. Pratique éducative sociétale, 2016. Yannick Brun-Picard, de l'autonomie contrainte à l'autonomie scolaire, 2015. Sophie Briquet-Duhaz, Chantal Ouellet et Nathalie Lavoie, cohorte, progrès en lectures-écritures chez des élèves du primaire au post-secondaire, 2015. Françoise Poyet, technologie numérique et formation, freins et leviers, 2015. Thierry Philippe, plexus scolaire, oser la liberté, oser l'intelligence, 2015. Alice Bounière, au service de l'instruction pour tous. Vers une véritable refondation de l'école, 2015. Sophie Briquet-Duhazé et Anne Moile, cohorte, enseignement-apprentissage à l'école maternelle. De la théorie à la pratique, tome 2, 2015. Sommaire. Couverture. 4e de couverture. Collection. Titre. Copyright. Introduction. 1. L'école face aux troubles des apprentissages. Les réponses institutionnelles. Sous l'angle du handicap. 1. Les troubles du langage oral. Apprendre à parler. Les difficultés de mise en place du langage. La dysphasie, trouble du langage oral. Les troubles associés à la dysphasie. Le diagnostic. 3. Comment aider l'élève dysphasique? Généralité. Améliorer la communication. Les méthodes visuelles et gestuelles. Les moyens de compensation. Pour résumer. 4. Les troubles du langage écrit. La dyslexie, trouble du langage écrit. Qu'est-ce que lire? Les deux voies de lecture. Comprendre les difficultés en lecture. Le diagnostic. 5. Les troubles associés à la dyslexie. Les troubles cognitifs sous-jacents. Les troubles visuospatiaux. La dysorthographie. La dyscalculie. 6. Comment aider l'élève dyslexique? Généralité. Pallier les anomalies de la mémoire. Pallier les désordres du regard. Améliorer l'orthographe. Prendre en charge la dyscalculie. Pour résumer. Un projet pour la classe. 7. Les troubles de l'attention et des fonctions exécutives. L'attention. Les fonctions exécutives. L'hyperactivité. Le diagnostic. 8. Prendre en charge les troubles de l'attention. La prise en charge médicale. Les aménagements en classe. Pour résumer. 9. Les troubles moteurs. Les différentes atteintes motrices. La dyspraxie. Le diagnostic. 10. Prendre en charge les troubles moteurs. Les adaptations en classe. En dehors de la classe. Pour résumer. Conclusion. Annexe. Les centres référents des troubles des apprentissages. Les associations. Bibliographie. Éducation et formation aux éditions L'Harmattan. Adresse. Introduction. L'objectif de ce livre est de comprendre l'élève qui présente des troubles des apprentissages,
et d'apprendre à faciliter sa scolarité. Il s'agit de mettre l'élève au cœur du système éducatif. Ce n'est plus à lui de s'adapter coûte que coûte à une école qui ne comprend pas et ne tient pas compte de ses particularités, de ses handicaps. C'est l'école qui doit s'adapter à lui, tenir compte de qui il est, comment il comprend et comment il apprend, afin de l'accompagner dans le long processus des apprentissages, un peu plus compliqué pour lui que pour d'autres. Les premières parties du livre sont consacrées aux troubles du langage, tout d'abord ceux du langage oral, les dysphasies puis les troubles du langage écrit, plus connus sous le nom de dyslexie. Enfin, je visiterai d'autres pathologies, à savoir les déficits d'attention et les troubles moteurs, parmi lesquels les dyspraxies essentiellement. Ce livre se veut pratique et succinct, afin d'aider concrètement les enseignants bien souvent démunis, à prendre en charge ces élèves à besoins particuliers. Pour chaque trouble, je définirai les signes d'alerte, les caractéristiques, les adaptations pédagogiques possibles en classe, ainsi que les aides extérieures. Les enseignants peuvent craindre que l'accueil de ces enfants rajoute du travail et des contraintes. Il s'agit avant tout de changer de regard sur ces enfants et de se faire confiance, de se sentir capable de les aider avec ou malgré leurs troubles des apprentissages. Les adaptations nécessaires ne demandent pas énormément d'implication. Il faut surtout comprendre les troubles qui entravent la scolarité des élèves et adopter de nouvelles habitudes de travail. De plus, ces adaptations et autres façons de travailler peuvent bénéficier à toute la classe. Prendre en charge un trouble des apprentissages repose sur des aménagements scolaires pour contourner, pallier ce qui est trop difficile, coûteux ou impossible à l'élève. Des outils pédagogiques, aide-mémoire, matériel adapté, méthodes pédagogiques, et des rééducations, orthophonie, orthoptie, ergothérapie, psychomotricité pour améliorer la compétence atteinte. Ces aides doivent être les plus personnalisées possibles, grâce à des échanges entre l'enseignant et les rééducateurs. 1. L'école face aux troubles des apprentissages. L'acquisition du langage oral et écrit est indispensable à une bonne réussite scolaire. Savoir prendre en charge les troubles du langage à l'école conditionne en grande partie l'avenir scolaire et professionnel des élèves qui en souffrent. D'après certaines études menées sur des adultes dysphasiques, 10% d'entre eux n'auraient plus aucun signe, 10 autres pourcents auraient un langage encore très peu fonctionnel alors que les 80% restants se situeraient entre ces deux extrêmes. Dès lors, il revient à chaque enseignant de s'informer sur ces troubles et d'adapter sa pratique à ces élèves qui ne peuvent pas apprendre comme les autres. Outre les troubles du langage très invalidants, les déficits d'attention et les dyspraxies sont parmi les causes fréquentes d'échecs scolaires. Ces dernières années, des directives ont attiré l'attention des enseignants sur ces élèves à besoins particuliers. En 2000, Jean-Charles Ringard, alors inspecteur d'académie en Loire-Atlantique, rédige un rapport qui sera connu sous le nom de rapport Ringard. Il précise ce que sont les troubles du langage, incite à effectuer un meilleur repérage dès l'école maternelle et encourage à améliorer la prise en charge de ses élèves. La circulaire du 31 janvier 2001 rappelle que l'école doit mettre en place un projet pour les élèves qui présentent un trouble du langage. Elle ouvre également la porte des CLIS aux élèves qui souffrent de troubles cognitifs autres que la déficience intellectuelle. Quant aux autres troubles, ils commencent à être mieux connus, compris et pris en charge au sein de l'école. Les réponses institutionnelles. Pour les troubles du langage. L'école est tenue de proposer la mise en place d'un projet personnalisé à tout enfant qui souffre de troubles du langage. Appelé PI de 2002 à 2005, ce projet doit désormais se nommer PAI, Projet d'accueil individualisé. Le PAI est destiné aux enfants malades. Il est signé en début d'année scolaire avec les parents et le médecin scolaire, pour prévoir les adaptations de la scolarité et la prise de médicaments. La dyslexie est considérée par la loi de 2005 comme un handicap, voire une maladie, c'est pourquoi le PAI lui est appliqué. Dans certaines régions cependant, le terme PI est toujours en usage. Le terme ne change rien à la prise en charge et aux modalités du projet. Dans les deux cas, le médecin scolaire en est le garant. Pour les autres troubles. Les autres troubles n'entrent pas dans le cadre du PAI. Lorsque l'école souhaite établir un projet, celui-ci peut prendre la forme d'un PPRE. Celui-ci n'est pas sous la responsabilité du médecin scolaire,
mais du directeur de l'école. Il invite les différentes personnes et anime l'équipe éducative. À l'instar des troubles du langage, le projet devient un PPS si l'enfant reçoit un moyen de compensation de la part de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, c'est-à-dire si ces difficultés sont reconnues comme suffisamment sévères pour mettre l'enfant en situation de handicap. Sous l'angle du handicap. Lorsqu'il paraît judicieux de demander un moyen de compensation pour pallier les troubles, il est nécessaire de convier l'enseignant référent à l'équipe éducative prévue pour échanger autour des difficultés de l'enfant. L'enseignant référent est un enseignant spécialisé qui occupe un poste administratif. Il est parfois appelé référent de scolarité ou maître référent. Son rôle est de conseiller les parents et de suivre les dossiers des enfants, pour lesquels un moyen de compensation est attribué par la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Appelée parfois Maison du handicap, cette structure accorde des aides destinées à limiter l'impact du handicap sur la vie des personnes et, en ce qui concerne les enfants, sur leur scolarité. Depuis la loi sur le handicap du 11 février 2005, les troubles du langage et des apprentissages peuvent être considérés comme un handicap et, à ce titre, donner droit à divers moyens de compensation. Cette loi a été nommée Loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Elle a créé les MDPH et redéfini la notion de handicap. Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Lorsque la famille souhaite demander un moyen de compensation, AVS, ordinateur ou orientation pour ne citer que les plus fréquemment demandés, une équipe éducative doit réunir obligatoirement au moins un des deux parents, l'enseignant et le directeur, l'enseignant référent et si possible le psychologue scolaire, le médecin scolaire et les rééducateurs de l'enfant. En cas d'absence de ceux-ci, il faut insister pour obtenir un compte-rendu écrit. Lors de cette première rencontre, l'enseignant référent rédige un compte-rendu qui sera joint au dossier de demande de compensation. Les pratiques personnelles varient d'un enseignant référent à un autre. Certains d'entre eux fournissent le document à remplir et l'expliquent, d'autres le remplissent avec les parents pendant ou après la réunion. Les documents, dossiers et autres pièces indispensables, doivent être envoyés à la MDPH ou directement à l'enseignant référent qui centralise avant d'expédier le tout à la MDPH. Cela permet de vérifier que le dossier est complet avant de le transmettre à la MDPH, sans quoi il ne serait pas traité et pourrait dormir un certain temps avant que quelqu'un ne s'aperçoive qu'il manque une pièce au dossier. Lorsque le dossier parvient complet à la MDPH, celui-ci est étudié en équipe pluridisciplinaire puis en CDA, la Commission des droits et de l'autonomie, l'instance qui prend les décisions sur avis de l'équipe pluridisciplinaire. Un PPS, projet personnalisé de scolarisation, est élaboré, qui précise les moyens de compensation et les adaptations nécessaires, en lien avec le compte-rendu de l'équipe éducative. Une fois que l'enfant bénéficie d'un moyen de compensation accordé par la MDPH, l'école doit obligatoirement réunir les personnes citées ci-dessus, au moins une fois par année scolaire. Cette réunion s'appelle alors ESS, équipe de suivi de la scolarisation. Elle permet de suivre l'évolution de la scolarité de l'enfant, vérifier la bonne mise en œuvre du PPS et faire le point sur les moyens de compensation. Sont-ils efficaces? Sont-ils suffisants? Les moyens de compensation. Selon la sévérité des troubles et les besoins de l'enfant, la MDPH peut accorder un AVS, auxiliaire de vie scolaire. C'est une personne qui est attribuée à l'enfant quelques heures par semaine, ou plus rarement à temps complet. Elle encourage, aide, reformule les consignes, recentre l'enfant qui se disperse et d'autres choses encore. Elle peut accompagner l'enfant en sortie scolaire, à la piscine, à la cantine. Elle est accordée en priorité aux enfants qui souffrent de troubles moteurs ou sensoriels, surdité et cécité, puis à ceux qui présentent des troubles graves du comportement ou de l'autisme et enfin, aux élèves dont le trouble d'apprentissage retentit gravement sur la scolarité. Du matériel informatique.
Un ordinateur portable, une imprimante et un logiciel de dictée vocale essentiellement. Il est accordé aux élèves dysgraphiques pour qui l'écriture manuscrite laborieuse, lente et très coûteuse compromet la réussite scolaire. Il peut être attribué aux élèves dyslexiques qui cumulent d'autres troubles, afin d'améliorer la production d'écrit. Pour un élève qui souffre d'une dyslexie simple, l'attribution du matériel est aléatoire, mais la famille peut demander uniquement le droit d'utiliser le matériel informatique pour la scolarité. Une orientation en classe spécialisée. La CLIS est une classe d'inclusion scolaire en école ordinaire. L'ULIS, unité localisée d'inclusion scolaire, est l'équivalent au collège. Une orientation au CESAD. Malgré le terme orientation, ce n'est pas l'enfant qui est envoyé quelque part, mais le service lui-même qui vient à lui. Un CESAD est un service d'éducation spécialisé et de soins à domicile. L'équipe du CESAD peut intervenir au domicile de l'enfant, mais le plus souvent vient le prendre en charge à l'école. Selon ses besoins, il bénéficiera d'un orthophoniste, d'un éducateur spécialisé, d'un psychologue, d'un enseignant spécialisé. Il s'agit d'une équipe pluridisciplinaire rattachée à un établissement médico-éducatif, un IME généralement. L'AEEH, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, destinée à couvrir tous les frais qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Cette allocation est versée lorsque le taux d'incapacité de l'enfant est évalué à plus de 50%. Elle permet de compenser les frais de transport pour se rendre chez les différents thérapeutes et les honoraires des ergothérapeutes et psychomotriciens. Les psychologues et les psychothérapeutes ne sont pas concernés par ce défraiement, à l'exception des neuropsychologues. L'examen neuropsychologique auprès d'un praticien libéral peut donner droit à un remboursement sous la forme d'une AEEH différée, à condition que les parents fournissent une facture. 1. Les troubles du langage oral. Apprendre à parler. Pour un enfant qui ne souffre pas de déficit auditif ou autre, le langage s'acquiert spontanément en quelques années. Grâce au bain de langage, l'enfant apprend à décoder le sens des messages, à imiter, à extraire et utiliser les règles de la morphosyntaxe. Dès les premières semaines, le nourrisson apprend à distinguer des phonèmes dans la suite verbale, à découper cette suite en éléments signifiants. Petit à petit, ce qu'il entend n'est plus une suite sonore incompréhensible. Il reconnaît des syllabes puis des mots. Il commence à associer un sens à chaque mot reconnu. Lorsque la maturité de son pharynx le lui permet, vers l'âge de 10 ou 12 mois, l'enfant peut s'entraîner à répéter des suites articulées de syllabes pour former ses premiers mots. Enfin, en observant le langage qu'il entend, il apprend à ordonner les mots pour construire des phrases qui respectent les règles de la syntaxe propre à notre langue. L'apprentissage de la langue nécessite un modèle de bonne qualité. C'est pourquoi il faut conseiller aux familles d'origine étrangère qui ne maîtrisent pas parfaitement le français, de parler à l'enfant dans sa langue maternelle, afin qu'il ait accès à un modèle linguistique correct. Il pourra ensuite acquérir le français plus facilement à l'école. Comprendre et s'exprimer à l'oral nécessite des compétences en phonologie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.